c'est qui a déjà pratiqué un peu de méditation assise? Ouais? Ok. Ceux qui, quand vous vous asseyez comme ça sur le coussin, puis que vous avez justement l'impression que vous allez perdre l'équilibre, vous pouvez prendre des plots de yoga pour vous tasser les genoux. Ça va être important quand on va s'asseoir, d'être bien en équilibre. S'il faut que vous fassiez un effort pour pas tomber à droite à gauche, ça peut être pratique. Ça va, on a le temps. En tant que moine, je demande jamais ça, en fait, quand je fais des retraites. Juste quand les gens venaient pour des longs séjours au temple, éventuellement, je leur posais 2 ou 3 questions sur pourquoi, parce que je me faisais toujours du souci quand quelqu'un voulait passer 2 mois au temple, je me disais c'est la catastrophe, qu'est-ce qui lui arrive? Est-ce que tout le monde se considère comme étant en bonne santé, ou il y en a parmi vous qui sont asthmatiques ou cardiaques, ou quelque chose, disons, une condition de santé, quelque chose de grave? Faut pas avoir peur, on est entre nous, hein, puis je ne vais pas vous disqualifier, mais je vais juste vous garder un peu plus à l'œil si jamais, surtout pendant les exercices de respiration. Fumeur. Ah, bien! Ouais. Non, mais en Égypte, moi j'habite en Égypte maintenant, tout le monde fume. Hein. Parce que les paquets de clopes, ça vaut rien du tout. Et ils m'appellent tous, je voudrais faire de l'apnée, mais je fume. Ah, ben, vous avez l'habitude de ne pas respirer, quoi. Ça va. Hein. Non, il y a beaucoup d'apnéistes de haut niveau qui fument, ils se cachent très bien. Okay, ils se cachent très bien. C'est quand ils arrêtent de fumer que ça se gâte. Ouais, parce qu'il faut retrouver un équilibre, et puis la période de transition, c'est la partie la plus stressante. Ah non, vous ne faites pas de soucis. J'ai fumé pendant longtemps, moi aussi. Ouais, j'ai fait quelques records suisses, je fumais encore. Vous en faites pas. Par la suite, je me présente, je m'appelle Loïc. Loïc Vuillemin, je suis suisse. J'ai 43 ans, je suis né en 76 aux États-Unis, et puis ensuite j'ai grandi en Suisse. Ma maman qui est là, elle a chargé technique, c'est l'enseignante de tai chi locale. Vous avez peut-être fait des cours avec elle. Quand j'étais enfant, elle était déjà prof de tai chi, elle appelait ça gymnastique chinoise à l'époque pour éviter les jaseries. Et puis mon père, Vincent Vuillemin, est ingénieur physicien, c'est l'ingénieur technique derrière l'accélérateur de particules de Genève. Il est également moins zen. Okay, il n'est pas de la même lignée que moi, et j'aime bien souligner ce dicton chinois qui dit la mère est taoïste, le père est bouddhiste, le fils sera moins zen. Donc, pour moi, la découverte du bouddhisme et du zen, c'est quelque chose de complètement naturel, de familial, et qui a toujours été englobé dans l'amour avec les frangins, mon papa, ma maman, mes premières retraites, mon papa était là, donc j'ai pas vécu comme d'autres personnes, disons, un choc traumatique avec l'entrée dans les ordres religieux. Je les remercie beaucoup pour ça, parce qu'effectivement, c'est très important quand on devient moine ou qu'on prend une décision ferme sur la vie, qu'on a des objectifs par rapport à son évolution personnelle, d'être connecté à une source d'amour inconditionnel, qu'on cherche soi-même. Mais quand on a un coup de main au début, c'est très bien. Donc je pense que c'est un petit peu ce qui a fait mon succès dans la pratique religieuse, qui fait que j'ai reçu la certification de maître jeune par rapport à d'autres pratiquants. Et puis je voulais, quand les gens me disent quelle est ta religion, j'aime pas trop qu'on dise je suis bouddhiste, ça me gêne et tout. Je pense que de toute façon, quoi qu'on pratique sérieusement, si on n'est pas en contact avec une forme d'amour de soi ou qu'on reçoit des autres, c'est plus difficile. Donc gardez ça en tête, parce que souvent, quand on pratique la spiritualité, on a quand même un gros background de jugement de soi, où il faut être meilleur, et vous le savez très bien, le mieux est l'ennemi du bien. J'ai grandi en Suisse comme tout le monde, hein. J'ai appris l'allemand à l'école pendant 8 ans, puis je l'ai oublié en 3/4 d'heure.
Donc tout ce qu'il y a de plus normal, j'ai toujours été très grand, toujours parlé très fort. Donc je me suis toujours fait un petit peu remarquer. Au collège, au lycée, comment on appelle ça, au gymnase, j'étais le président des élèves. J'aimais bien faire en sorte que les gens puissent se retrouver dans le contexte dans lequel ils évoluaient. Donc c'est pour moi aussi une dimension sociale. Il y a beaucoup de dimensions sociales dans le fait de pratiquer la spiritualité. Et puis le fait que je l'ouvre aussi à vous aujourd'hui fait partie de cette dynamique-là, parce que je pense que c'est important aujourd'hui que la spiritualité s'intègre de mieux en mieux dans le social. C'est pas une aventure personnelle. C'est pas une aventure personnelle. Et puis j'ai reçu l'ordination de moine. J'avais juste 20 ans. Pourquoi j'ai voulu recevoir l'ordination de moine? Parce que moi j'ai fait ma crise d'adolescence mystique. C'est-à-dire pourquoi on vit, pourquoi on est là, pourquoi. Et puis à l'époque, éventuellement les jeunes de ma génération, c'était la late psychédélique. Donc j'ai fait mes expériences personnelles et puis à un moment donné, il a fallu que je trouve une forme de stabilité pour que, disons, les incursions que j'avais faites dans ce monde spirituel puissent être intégrées et puis que je puisse non pas me guérir, mais me guérir de ma folie, mais assumer ma folie spirituelle. Parce que de toute façon, quand on se lance dans l'aventure spirituelle, et vous le savez tous, on est confronté à une part de folie à l'intérieur de soi. Donc j'avais juste 20 ans, sur conseil de mon papa, quand j'ai dit que je voulais recevoir l'ordination de moine, il m'a présenté à un maître spécifique, maître Kosen, en me disant, celui-là, il n'est pas barbant, il aime bien, en dehors des méditations, parler des nanas, des bagnoles et tout, du football et tout. Donc je ne me faisais pas trop de soucis. C'est vrai que c'est un mec super sympa, qui est toujours super sympa. Et puis il avait aussi une connexion avec ma mère, avec la famille. Donc c'était, quand mon père faisait des retraites, il invitait tous les gens à la maison, ce qui a ruiné complètement notre vie de famille. Il invitait tous ces moines à la maison, et puis moi j'avais 8-10 ans, et en fait mes premières interrogations, ce qu'on appelle des koans, vous savez, peut-être ces questions sans réponse déterminées, je me rappelle avoir vu mes parents se battre parce qu'ils avaient acheté un énorme canapé en cuir 3 places, puis quand on regardait la télé, on n'avait pas le droit de se mettre à 2, okay? Il fallait se mettre à 3. Et puis j'arrive et puis je vois ce bonhomme qui est assis tout seul sur le canapé 3 places et tout le monde est assis par terre, et ça a été mon premier choc spirituel par rapport à mon maître. Et j'ai résolu la question, pourquoi était-il assis tout seul sur le canapé 3 places 25 ans plus tard? Donc je m'en suis sorti. Ouf, je sais pourquoi le maître est assis tout seul sur le canapé 3 places, mais au début ça me revenait pas. Et puis, j'ai appris ça assez dernièrement, quand j'ai demandé à mon maître de l'ordination de moine. Bien entendu, il a été d'accord, mais il ne voulait pas que je consacre ma vie qu'à la pratique du zen. Il ne voulait pas que je devienne moine, point. Il voulait que je fasse quelque chose parce que j'étais intelligent, j'avais des notes respectables à l'école qui me permettaient de pouvoir accéder à l'université. Et il m'a, disons, piégé. Hein. Les maîtres ne conseillent pas, ils vous piègent. Et puis vous le faites. Il m'a, disons, piégé pour que je m'engage dans des études de biologie à l'université de Genève. Et puis, donc j'ai fait, je crois, je l'ai passé, c'était en 2002, donc 4 ou 5 ans après avoir reçu l'ordination de moine. J'ai quand même fait mon diplôme universitaire en biologie moléculaire à l'université de Genève. Et puis ça n'est que dernièrement que ma mère m'a avoué qu'en fait c'était mes parents qui avaient téléphoné au maître en disant que c'était eux qui ne voulaient pas que je devienne que moine. Mais moi je ne le savais pas. Quand elle m'a avoué ça, m'a dit Quoi? Mais combien de temps j'ai perdu à l'université? Bon, j'ai appris la biologie au passage, ce qui au jour d'aujourd'hui c'est très bien. Donc j'étais déjà moine quand j'ai été réenvoyé pour la première fois dans le monde social pour faire des études de biologie, ce qui était difficile parce qu'effectivement j'avais coupé avec le monde social, et puis surtout j'avais coupé avec les gens de mon âge, voire les gens plus jeunes. Il y avait un décalage
de vision du monde. J'avais déjà fait des voyages initiatiques, j'avais déjà rencontré des chamans, j'avais déjà pratiqué des retraites, j'avais déjà rasé mes dreadlocks d'adolescent. Donc c'était un petit peu confrontant, mais c'était très sain. C'est très bon pour la santé de se reconfronter au monde social encore et encore. Okay. Donc en 2002, j'ai reçu mon diplôme, et puis peu après, en fait, comme j'avais fait ce que le maître voulait, et puis ce que je ne savais pas, mais mes parents voulaient aussi, j'étais un peu plus libre, et j'ai pu rejoindre mon maître à Montpellier. C'était des débuts difficiles parce que c'est un véritable maître zen qui m'a super mal accueilli. Bonjour. Pas de souci, vous arrivez pile à l'heure, c'est moi qui ai commencé trop tôt. Trouvez-vous une place avec un tapis de yoga et tout. Voilà. Et ouais, je me rappelle très bien alors, qu'est-ce que tu viens faire là? Puis je dis, je viens. Puis j'osais pas dire que je venais pour apprendre parce que j'avais peur d'être réduit en esclavage. J'étais quand même banné de la dernière pluie. Je savais quand même que j'allais voir un gourou, quoi, en guillemets. Donc je me méfiais. Puis je dis, je viens pour t'aider. Ah, parce que j'ai la tronche de quelqu'un qui a besoin d'être aidé. Tu perds ton temps, rentre chez toi. Comme dans les vieilles histoires. Et puis. Il fallait qu'on paye, je m'y attendais pas du tout. Je pensais que si je venais en tant que disciple, en fait, j'allais être accueilli les bras ouverts, puis que j'allais pas avoir besoin de payer, et puis on n'avait pas de sous. Donc je suis très vite devenu SDF, et puis je mangeais dans les poubelles, et puis au passage, je remercie le papa de Rémi qui est là, parce que sans lui, j'y serais encore. Il nous a soutenu, un grand moine qui nous a soutenu tout du long. Et puis après, disons, une année de ce rythme difficile où j'ai pu prouver ma détermination avec ma compagne qui est devenue ma femme. Il m'a pris comme disciple en 2005. À ce moment-là, j'ai eu accès à un appartement et puis à une certaine condition de vie. Je me suis marié à Las Vegas en 2006. Avec celle qui est la maman de ma fille aujourd'hui, donc je suis un moine marié. On me pose souvent la question, mais les moines ont le droit de se marier? Puis j'aime bien répondre, je sais pas si vous êtes au courant, mais le célibat dans la religion, ça donne pas des bons résultats. Et puis en fait, traditionnellement et historiquement, les moines japonais, zen, qui prétendent avoir une certaine autorité spirituelle, doivent se marier pour en fait donner une garantie de leur conduite sexuelle. Okay? Parce que les règles monastiques, c'est une chose, mais ma femme, c'est toutes les règles du monde incarnées, et à côté des règles monastiques, c'est beaucoup plus efficace. Okay? Il y avait des sales histoires dans le passé, même chez les bouddhistes, c'est pas que chez les catholiques. Donc aujourd'hui, même aujourd'hui, un moine qui veut avoir un temple au Japon, il doit être marié. Okay? Donc c'est le contraire de ce qu'on pense, les moines zen doivent se marier. Okay? Donc ça, c'était en 2006, et puis en 2008, on a quitté un petit peu l'état de diaspora dans lequel les moines zen étaient. On avait des dojos dans les villes, et puis on louait des maisons familiales et rurales pour faire les retraites. On poussait les trucs, et puis on bricolait une salle de pratique. Et en 2008, on a pu devenir propriétaire, enfin on paye encore, d'une ancienne colonie de vacances dans le Caroux, dans le sud de la France, où on a fondé avec mon maître le temple zen du Caroux, qui est un endroit absolument magnifique, sauvage, mais absolument magnifique, dans lequel j'ai vécu 8 ans avec ma femme et ma fille qui est née juste la même année. Elle était, quand on a acheté le temple, elle était dans le ventre de sa mère. Donc, si moi je suis fils de moine et de taoïste, ma fille elle-même, elle est née au milieu de ce contexte. Alors elle n'est pas du tout sensibilisée au bouddhisme. Moi je suis pas. Enfin, vous allez le remarquer pendant le week-end. Je crois pas que je sois un Cubéni.
Mais elle a une super belle posture. Je vous raconte une anecdote. Gloire à ma fille. Elle s'appelle Mahatma. Donc elle rentre de l'école un jour et puis les profs ont dit qu'elle devait faire un exposé sur Mahatma Gandhi. Donc j'ai hurlé, mais c'est quoi ce nanana? Et puis j'ai mes idées complotistes. J'ai dit, oh, attends, on va faire un exposé sur Mahatma Gandhi, ils vont tous s'arracher les cheveux. Et puis pour finir, ma femme est montée aux barricades en disant que c'était pas drôle, et puis qu'on n'appréciait pas, et puis que nous n'étions pas jaïnes, ni nécessairement non violents. On savait aller à la confrontation. Et puis ma fille a eu la possibilité de choisir son exposé. Alors pour faire plaisir à son papa, elle a dit, je vais faire un exposé sur le zen. Et puis, bon, pas mal, parce que grâce à ça, elle a découvert Wikipédia. Puis un jour après, elle me fait un petit cours sur Zen, Bodhidharma, nanana. Puis je suis là, waouh, joli, hein, Wikipédia, bravo. Et puis au bout de 10 minutes, je lui dis, ah, écoute, maintenant, tout ça, c'est des histoires. Le zen, c'est pas ça. Ça c'est des histoires du bouddhisme clérical. Pourquoi tu enseignerais pas, pourquoi tu ferais pas simplement un exposé sur Zazen? Parce qu'elle a une posture quand elle s'assied en méditation. Moi, elle est magnifique. Pour moi, c'est le Bouddha du futur, mais tous les papas pensent ça de leur fille. Ok, donc je lui donne l'introduction au Zazen. Vous n'allez pas y louper juste après ce speech. Et puis je dis, puis demain, ta maman et moi, tu nous fais l'introduction au Zazen. Elle nous explique tout, comment on se balance, comment on croise les pouces, elle nous explique ça tout bien, puis on voit cette boule d'éveil, cette graine d'éveil qui se met dans une posture parfaite. Et puis moi j'étais là, bravo, on a applaudi, elle est allée à l'école, et à la fin de la journée, elle est rentrée en disant, papa, tu sais pas quoi, j'ai fait l'exposé à l'école, et tout le monde a été tellement enthousiasmé que tous les profs m'ont demandé de venir donner. Donc elle a passé la journée à enseigner la méditation dans toutes les classes. Mon cœur a explosé, à genoux, debout. J'ai coupé une mèche et je l'ai ordonné Bodhisattva de manière informelle pour certifier qu'effectivement elle est déjà au niveau social. Okay, déjà au niveau social. On peut pratiquer pour soi, mais quand on est capable, sans déranger l'individu, de présenter sa pratique aux alentours de soi. Si c'est les enfants qui enseignent aux autres enfants dans les écoles, c'est magnifique. Bon, ça c'était une anecdote. En 2013, donc ça fait quoi, 5-6 ans après la fondation du temple, mon maître a été d'accord de me certifier maître. Alors pourquoi je dis il a été d'accord? Parce que j'ai insisté. Ouais. Il m'a critiqué beaucoup. Mais toi tu pratiques que parce que tu as envie de devenir maître et tout. J'ai dit attends, je suis ton disciple. Si tu me certifies pas, c'est qu'on a échoué. Donc si je deviens pas maître, non mais pour moi c'était normal quoi. Le maître est censé le disciple est censé dépasser le maître. Alors je ne sais pas si on a atteint ce stade, c'est pas important, mais pour moi c'était, je me suis dit, mais attends, mais si tu ne me certifies pas à un certain moment, c'est qu'on s'est loupé, quoi. Mais disons, comment dire, l'habitude dans la collectivité zen occidentale, qui est quelque chose de très récent, hein, ça a 40-45 ans à tout casser, quoi. C'est plutôt on attend sans rien dire, on attend que le maître nous dise ouais, toi, là, ok. Puis moi j'étais là, j'avais ok. Et bon, il l'a fait, c'était très sympa. C'est des cérémonies qui sont assez marrantes. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il n'y a rien de. On appelle quelqu'un maître. Je me suis demandé pourquoi on appelait les gens qui reçoivent la certification du Dharma, pourquoi on les appelle maîtres. Et puis la seule raison que j'ai trouvée, c'est les autres personnes qu'on appelle maîtres, c'est les avocats. Hein, un avocat, on l'appelle maître machin. Pourquoi? À mon avis, hein, c'est une hypothèse, parce qu'il connaît la loi. Okay, l'avocat connaît la loi, et le maître zen, lui, connaît la loi du Dharma, connaît les préceptes,
En anglais, on me pose souvent Are you allowed? Are you allowed? Are you allowed? Est-ce que vous avez le droit de faire ci? Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Est-ce que vous avez le droit de vous marier, de fumer, de boire de l'alcool, de sortir en boîte? Tout, hein. Et puis je dis, mais j'ai tous les droits. En tant que moine, je suis un être humain comme les autres, j'ai tous les droits. Par contre, ça n'empêche pas qu'il faut connaître la loi. Okay? Votre premier droit, c'est de ne pas ignorer la loi, si vous le savez. Okay. Et puis, comme la vie monastique, la vie religieuse, c'est comme n'importe quelle vie. En 2016, j'ai dit à mon maître que je sentais qu'il y a quelque chose qui allait se gâter. Aussi parce que j'avais fourni énormément de travail pour mettre le temple aux normes, pour que les gens aient du chauffage, pour qu'on puisse manger chaud, pratiquer dans un dojo qui était chauffé, parce qu'au début, moi, les premières années où j'étais là-bas, c'était costaud, quoi. Le matin, je regardais ma fille, savoir si elle respirait encore. Avec le froid, il y avait de la glace à l'intérieur et tout. Et puis zazen, j'avais compris qu'il fallait laisser rentrer le froid. Et c'était costaud. J'aime bien aussi dire que j'ai rien à envier aux patriarches des temps anciens, parce que j'ai jamais véritablement eu une vie confortable, si ce n'est dans l'esprit. Et puis 2016, j'ai dit ouais, ça va se gâter, c'était devenu confortable. Donc quand un temple devient confortable, forcément, il y a des gens qui ont envie de s'y poser. Et puis plus c'est confortable, plus c'est les vieux. Et puis les vieux dans la religion. Voilà quoi. À un moment donné, même dans une aventure monastique, à un moment donné, il faut quitter le carcan religieux et puis redécouvrir encore, comme je l'avais déjà fait en partant en biologie, redécouvrir encore le monde social. Et puis en 2017, je suis parti du temple. Alors, je suis parti en vélo. Ma femme, ma fille, je les avais cachés, j'avais dit à personne, j'avais payé des moines pour qu'ils gardent le secret quand je déménageais, parce que je voulais être sûr que je ne pouvais pas faire machine arrière, puis que tout était prévu avant qu'éventuellement on me tombe dessus, puis qu'on me lave le cerveau pour que je reste. Et je pars donc en vélo. J'avais dit au revoir à tout le monde, c'était chouette, le maître était fâché, il m'a traité d'égoïste et tout, tralala. Et puis je passe la porte du temple, et puis je crie « Je suis libre !» Et là, mon dérailleur se coince dans les rayons, la roue arrière explose, et j'avais fait 2,5 mètres. Ok, bon. J'appelle ma femme, j'ai pété le vélo, ça va mettre un petit peu plus de temps, mais comme c'était à la descente, ça allait, j'avais pas de phare, c'était dans la nuit, mais ça me rappelait les histoires zen du moine qui dit « Ah, je me barre de ce temple », il sort, il shoot dans un caillou, puis en fait c'est pas un caillou, il se pète le gros doigt de pied, puis il dit « Jamais je sortirai de ce temple ». Alors moi j'ai passé 20 ans comme ça, hein. À chaque fois que je sortais du temple, que j'allais... bosser en France, donc j'allais à l'Inter, c'est la Migros des Français, vous savez. Et puis on se bourrait sur les prix, ou j'avais oublié un truc, c'était « Jamais je fous le camp de ce temple ». C'est vrai que c'était pour l'expérience templière, pour quelqu'un qui veut se dédier complètement à la pratique, c'est génial. Alors, les Tibétains, ils font des retraites de 3 ans, 3 mois, 3 jours. Moi, j'ai presque fait 9 ans, quoi. Donc j'en ai fait de 2,5 à la suite. Et c'était génial. J'ai vu le téléphone portable arriver, les gens ils méditent, puis il y a des voitures qui passent dehors, puis ça les dérange. Moi, je me rappelle me prendre des colères avec cet écureuil à la mort-moelle-neu qui cherchait des gants dans les feuilles mortes, des glands dans les feuilles mortes. Mais ta gueule, l'écureuil! Parce que, tout d'un coup, on est vraiment mis face à ses propres limites dans un cadre où le monde social ne vous agresse pas. Et si vous avez l'opportunité de pouvoir faire ça une fois dans votre vie, ne serait-ce qu'une semaine, 2 semaines, où vous pouvez éteindre votre téléphone portable, enlever votre montre et puis vous laisser guider par le rythme de la pratique spirituelle, ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien. Et puis là, j'avais 2017, j'avais pris le premier appart dans le premier village en sortant du temple, parce qu'on ne sort pas
disons, alors 8 ans de temple, d'accord, mais il y avait toutes les années à Montpellier, dans la rue et tout, on ne sort pas aussi facilement. Moi, j'ai vécu en immersion complète, hein. J'étais illégal en France, donc j'avais quitté la Suisse définitivement. Donc aujourd'hui, quand je dois faire des papiers, on se pose la question de savoir où j'habite, qui je suis, tout machin. Mais j'avais complètement oublié qu'on payait des factures, qu'on payait des loyers, et puis j'avais pas de sous, parce qu'un moine, ça gagne pas de sous, quoi. Pour moi, j'étais riche, mais quand je me suis rendu compte de ce que les autres appelaient la pauvreté, à côté, j'étais là. Donc, il a fallu que je me décide à travailler. Et puis, comme je ne savais rien faire d'autre qu'enseigner la méditation et l'apnée, je vais y venir juste après, j'ai décidé de prendre des jobs qu'on donne normalement à des jeunes de 20-22 ans, un peu partout sur la planète, où j'ai enseigné à la plongée profonde, à Bali. D'abord, c'était super, mais c'est pas visa-friendly, donc il a fallu que je revienne. Et puis ensuite, je me suis rendu compte que personne allait, en tant qu'indépendant, si je me mettais indépendant, je me disais, je suis un moine, j'enseigne l'apnée, peut-être que ça créerait quelque chose. J'ai une vie de famille, il faut que je paye la bouffe et tout ce genre de trucs. Je me suis dit qu'éventuellement, le moine qui plonge, ça pourrait marcher, ça pourrait m'amener des gens pour les cours d'apnée. Et puis je me suis simplement rendu compte qu'un moine qui plongeait à 40 mètres, c'était anecdotiquement rigolo, mais c'est tout. Donc, il a fallu que je commence à m'entraîner pour essayer de prouver que j'avais une réelle profondeur qui, en matière spirituelle, c'est impossible de prouver sa profondeur seul. Okay. Il y a une résonance avec les disciples, il y a des gens qui vont penser que votre enseignement spirituel est profond. Dans l'apnée, c'est facile, il y a des chiffres. Okay. Si vous arrivez à 30 mètres, votre profondeur c'est 30 mètres. Si vous arrivez à 100 mètres, votre profondeur c'est 100 mètres. Et puis vous savez tous que 100 mètres c'est plus profond que 30 mètres. Okay. Donc j'ai commencé à m'entraîner. Et puis ça a bien marché. Les gens ont apprécié d'avoir un moine qui se livrait à la compétition. Et puis assez vite, j'ai eu la possibilité d'avoir un emploi chez quelqu'un de célèbre en matière d'apnée. J'ai reçu un enseignement costaud, dur. J'ai perdu 17 kilos en l'espace de 4 mois. Et puis j'ai gagné une trentaine de mètres en profondeur. Puis je me suis fait virer. Enfin, vous savez, c'est comme les Suisses. On démissionne, mais on se fait virer quand même. On se fait virer, puis on démissionne. C'est pas très clair, mais enfin, on s'est arrêté là. Et là, j'ai clairement dit à ma femme, parce que je voulais pas retourner en France, je voulais pas retomber dans ce truc, je suis au chômage, vous savez, dépendant des gens autour de vous qui ont cotisé. Bah, vous aussi, vous avez cotisé quand vous avez bossé, mais je voulais pas retomber dans ce truc-là. Et j'ai dit à ma femme, bon, coûte que coûte, je vais m'entraîner à fond et je vais faire péter les records nationaux suisses. Ça donnera un peu de visibilité et puis, Inch'Allah, comme on dit en Égypte, éventuellement les gens s'intéresseront à mes cours d'apnée. Et puis si je fais les championnats suisses et puis les championnats du monde et tout ça, peut-être que les gens s'intéresseront à ma méditation, quoi. Okay. Puis ça a marché parce que vous êtes là aujourd'hui. Okay. Donc merci d'être là, ça fait chaud au cœur, je ne vais pas faire ça pour rien. Okay. Maintenant, je voudrais répondre à une question, comment de moine on devient apnéiste? Et puis c'était assez simple, j'avais jamais pris, depuis que j'étais devenu moine, j'avais jamais pris de vacances, ce qui n'était pas au goût de mon épouse. Qui, quand elle a commencé, alors elle enseigne plus, elle enseigne aussi, mais de stage, l'ouverture du cœur illuminé, les chemins de Marie-Madeleine, quelque chose beaucoup plus féminin parce qu'il y a peut-être ceux d'entre vous qui savent que l'histoire de l'humanité est telle que maintenant c'est à la femme de prendre, disons, les commandes de cette société et pas à nous. On a 12 680 ans de vacances devant nous. Okay. Donc la vie monastique avec... alors moi j'étais maître et puis ça continuait. Loïc, il y a une fuite.
Et puis il fallait que je cours, que je répare les toilettes. Donc c'est vrai que pour elle, c'était choquant de penser que j'étais le gardien du temple, le premier disciple, le maître certifié, mais qu'en fait j'étais celui qui réparait les legs, ce genre de trucs. Donc quand elle a eu fait des sous, elle a dit on va en vacances, on est allé en Thaïlande. Et puis un jour sur une île, je faisais un jogging. Et puis quelqu'un m'arrête et me dit quand vous en aurez assez de perdre votre souffle, pourquoi vous n'essayez pas de le retenir? Puis on me donne un dépliant, je dis c'est quoi ça? Ah ben c'est de l'apnée, freediving. Et puis je vois qu'en 2 jours, je vais aller à 18 mètres si je fais le truc. Bon, c'est super cher, j'ai pas du tout le budget, puis j'avais pas du tout prévu de me noyer pendant mes premières vacances en famille. Donc j'ai laissé tomber, mais comme je suis de la génération du Grand Bleu, l'apnée, c'était quand même là, quoi. Ça a toujours été là. Je m'en suis rendu compte après, en fait, que ça avait toujours été là. Le fil conducteur avait toujours été là. L'année d'après, j'ai pu faire un cours au Mexique. Ma femme nous avait invités là-bas. Et puis là, j'étais maître zen déjà. Donc les instructeurs ils flippaient. Oh, j'ai jamais enseigné l'apnée à maître zen. Parce qu'on m'attribuait au début des pouvoirs spéciaux, genre je peux arrêter mon cœur, retenir ma respiration une demi-heure, ce genre de trucs. Ils pensaient que c'était l'apanage des moines zen. Ils ont raison d'ailleurs, je vous dirai après pourquoi. Et quand je suis revenu dans le temple, la vitalité que l'apnée m'avait donnée entre la confrontation par rapport à ses peurs, la peur de ne pas respirer, la peur d'être sous l'eau, la peur de mourir intentionnellement en pratiquant sa passion. Vous savez, c'est bon, si on claque d'un accident de bagnole, ça peut arriver, mais mourir à la Ayrton Senna, c'est gênant, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'avais énormément de peur, j'ai pu dépasser ces peurs, j'ai fait une expérience spirituelle à ma première arrivée à 20 mètres. J'ai regardé autour de moi, je ne voyais rien, et pourtant j'avais l'impression que l'univers entier était présent. Je suis remonté à la surface, j'ai fait le protocole de surface, à Yamoke, et puis il y a un truc dans l'apnée qu'il n'y avait pas dans le zen, c'est que là tout le monde a dit « Bravo, génial, well done, awesome, you're doing so great !» Alors que dans le zen, c'était « tout le temps. Ouais. Non, c'est vrai, quoi, je veux dire, c'est vrai, quoi. Toute la Sangha internationale, la communauté internationale dans laquelle je suis rentré, c'est sciolé comme un ginkgo biloba en automne. Hein. Il y avait plein de feuilles d'or, c'était magnifique. Et puis aujourd'hui, bon, il y en a 2 ou 3 qui ne sont pas tombés de l'arbre, mais c'est vrai que c'est pas drôle pour le moment de notre histoire de l'humanité. Ça suffit, quoi. Hein, le cléricalisme, le fascisme religieux et tout, aujourd'hui on encourage les gens positivement, tout le monde le dit, il faut être positif. Il y a les premiers articles qui disent qu'il ne faut pas être 100% positif, mais maintenant il faut l'être. Et ça m'a beaucoup plu. Je suis rentré au temple, puis j'ai dit à mon maître, l'enseignement de ces apnéistes, il est génial. Il est génial, parce qu'il y avait la prof de yoga qui enseignait le yoga, il y avait la prof de danse qui enseignait la danse, et puis moi, je voyais les moines qui faisaient aussi du yoga, et puis un peu de danse et tout, mais ils étaient toujours aussi gris, et puis, ouais, ça manquait de vitalité. Bon, je suis le plus jeune de la bande, hein. Enfin j'étais, parce que maintenant, il y a la nouvelle génération qui arrive. J'étais le plus jeune de la bande, donc j'ai dit à mon maître, bah tu vois, moi je crois que si j'enseigne les pranayama, les exercices d'apnée, les apnées et tout, ça va, parce qu'en apnée on peut faire une expérience spirituelle en 3 minutes, et puis dans le zen ça se peut que vous y passiez 20 ans, et puis